Ben le bonjour à vous autres. J'espère que ça va bien. Parce que moi, Steve Bernier le conteur, m'en va te raconter des histoires. Mais on va commencer par une première histoire. Une histoire, tu sais, qui se passait jadis, naguère, autrefois. Tu sais, il y a bien longtemps. Moi, ma grand-mère, elle commençait toujours ses histoires comme ça. Jadis, naguère, autrefois, un moment donné. Quand elle nous disait de venir s'asseoir devant elle pour nous raconter une histoire, on savait qu'on avait pour un méchant bout de temps. Il y a de ça à peu près 1 millier d'années. Hey, ça, c'est pas mal d'années, ça. 1 millier d'années, t'sais. Quand ma grand-mère, elle disait ça, là, elle savait qu'elle était vieille, t'sais, tu comprends-tu? Parce que pour raconter des histoires de 1 millier d'années, il faut que ta grand-mère soit vieille, tu comprends-tu? Moi, j'ai toujours connu ma grand-mère vieille, tu sais. Elle disait, tu sais, il y a 1 millier d'années, mon petit gars, les Amérindiens qui vivaient ici, tu sais, les tribus amérindiennes, ben il n'y avait pas la même conception de la vie que nous autres. Non, parce qu'il y a 1 millier d'années, les Amérindiens disent que le ciel qui est en haut, ben il était ami avec la terre qui est en bas. Puis comme c'était des bons amis, ben ils aimaient ça se voir de proche. Fait que ma grand-mère a dit qu'il y a 1 millier d'années, le ciel était tellement bas que quand les arbres ils poussaient, ben ils poussaient croche. Parce qu'ils finissaient par toucher le ciel, puis ils repliaient, puis ils replantaient dans le sol, puis ils ressortaient plus loin. Le ciel, il était tellement bas, les amis, là, que les nuages, là, il n'y avait pas de place pour rester accrochés. Bien, qu'ils restaient par terre. Le ciel, il était tellement bas, là, que quand les oiseaux volaient, bien, ils ne voyaient rien par temps nuageux, puis ils se cognaient le bec, ces arbres. Le ciel était tellement bas que les adultes, quand ils grandissaient, ben, eux autres aussi, ils pliaient devant le ciel. Ouais. Ils grandissaient, puis à un moment donné, le dos se pliait par en bas, puis il y avait comme seul point d'horizon leur nombril puis leurs orteils. Les adultes, ça se regarde le nombril. Sachez ça. Mais les seuls qui n'avaient pas ce problème-là, d'après vous, c'est qui? Ben, c'est les enfants. Parce que les enfants, ben, c'est plus petit. Mais les enfants, ils savaient qu'ils grandissaient, eux autres aussi. T'sais. Ils voyaient bien, là, ces arbres, ils faisaient des lignes à chaque nouvelle année, puis ils avaient toujours grandi un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les enfants, ça grandit? Hein? Parce qu'ici, il y a plein d'enfants, puis il n'y en a pas un de la même grandeur, là, présentement. Là. Il y en a des petits, des moyens, puis des grands, là. Puis même les grands, ils se rendent compte qu'ils sont à veille d'être grands comme leurs parents. Puis là, ça commence à être problématique parce que quand tu deviens grand comme un parent, tu plies puis tu te regardes le nombril. Y a-t-il des grands-enfants qui sont en train de se regarder le nombril? Oui. Oui, on les appelle les adolescents. Vous êtes juste des préadolescents, vous êtes corrects, tu comprends-tu? Mais là, les enfants, ils avaient compris, eux autres aussi, qu'eux, ils plieraient. Tu comprends-tu? Ils plieraient là, devant le ciel, puis ils voulaient pas. Fait que là, il y a un des enfants qui est allé voir un adulte. Il dit, monsieur l'adulte, on veut pas plier, nous autres, comme vous. Puis l'adulte, ben, il l'a regardé, il dit, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. Quand on grandit, on finit par plier. C'est le monde qui est fait de même. Mais les enfants n'étaient pas d'accord. Ils disent n'importe quoi, les adultes.
Voyons donc, si le ciel il est trop bas, là, ben on a juste à le repousser plus haut. Fallait juste y penser. Les adultes ne pensent pas à ça. Eux autres, mais les enfants disaient, on va repousser le ciel plus haut. Ben, que le même enfant, il est allé voir l'adulte, il disait, hey, on a une idée. Le ciel, là, pourquoi vous ne l'avez jamais repoussé plus haut? Mais là, l'adulte dit, hey, retourne faire ta vie d'enfant, puis laisse les adultes faire leur vie d'adulte. T'es trop petit pour avoir des idées comme ça. Bien, crée-le pas. Les enfants, ils se sont pas laissés faire de même. Ils ont attendu. La nuit, il fait noir. Noir. Ils ont attendu que la nuit devienne bien noire. Puis là, ils se sont tous réunis dans la grande maison longue principale pendant que tous les adultes faisaient dodo. Là, tous les enfants disaient, hey, les adultes, là, ils pensent qu'on n'a pas raison. On va leur montrer que si on repousse le ciel, ils vont arrêter de plier. Fait que les enfants disent, ouais, mais comment qu'on va faire ça, repousser le ciel plus haut? Que les enfants ont commencé à réfléchir. Comment qu'on pourrait bien faire ça, repousser le ciel plus haut? Puis il y a un enfant qui a levé la main et dit, hey, j'ai une idée. Moi, quand je tire des roches au monde, là, ils se tassent. Fait que si on tire des roches au ciel, bien, il va remonter plus haut. Ah ben, c'est pas bête. Tous les enfants ont trouvé que l'idée était intéressante, ils ont ramassé des cailloux, puis ils sont sortis dehors. Ils disent, le ciel ne pourra pas les voir, il fait noir. Okay. Ils ont pris des roches, puis ils ont tiré les roches dans les airs. Alors, ben, qu'on va vérifier si vous êtes présents, là, vous allez lever vos mains dans les airs. OK, parfait. Bon, tu vois, il y a déjà quelques absents. Là. Bon, voilà, OK, parfait. Maintenant, on va faire ça avec nos doigts, comme ça. OK, parfait. OK, vous êtes là. OK. On va faire semblant de ramasser des cailloux d'une main, puis d'un caillou d'une autre main. Puis là, on va les lancer dans les airs. Puis on ramasse d'autres cailloux, puis on les tire dans les airs. Puis on ramasse des cailloux, puis on les tire dans les airs. Le problème, c'est que les enfants avaient vu juste le problème d'un côté. Parce que, à force de tirer les cailloux dans les airs, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé avec les cailloux? Ouais? Ben non, pas ça que c'est passé, pas en tout. Si je tire un caillou dans les airs, toi, tu sais, je te demande de tirer une vraie roche dans les airs, qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec la roche? Ouais, elle va retomber. Le ciel, lui, il était tanné de recevoir des cailloux. Tu sais. Qu'est-ce que c'est ça qu'ils ont tiré des cailloux de même? Il me tire des cailloux, puis il me tire des cailloux. Ça va faire le tirage de cailloux. Il a pogné les cailloux, puis il les a retirés en bas. Bading, badang, sur la tête des enfants. Aïe donc, ça fait mal des roches. Que la nuit suivante, ils sont encore réunis dans le même... Puis on dit là, je sais pas c'est qui a donné l'idée des roches, mais ça fait mal. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des propositions plus douces? Hein? Quelque chose qui fait un peu moins mal. Fait que là, il y a des enfants qui se regardent, puis les pingouins ils disent, ben, on a juste à le souffler, ça fait mal à personne, souffler, ça. Puis quand je souffle dans la face de quelqu'un, je peux te dire que de ce temps-ci, il se tasse pas mal. Hein? Il n'y a personne qui veut se faire souffler dans la face de ce temps-ci. Moi, tu sais, franchement, c'est le meilleur moyen d'éloigner les gens, bien que ça va éloigner le ciel. Fait que là, bien ça, les enfants, vous ne demanderez pas de souffler. Moi, le faire pour vous, moi, souffler dans les airs. Avec les enfants... Essoufflés de leurs petits poumons d'enfant, ça n'a pas fonctionné. Fait que la nuit suivante, il y a un enfant qui a proposé de chatouiller le ciel avec des plumes. Fait qu'ils ont ramassé des plumes, puis ils ont fait des gros plumeaux avec. Puis là, ils ont levé leurs bras dans les airs comme ça. On lève nos bras dans les airs. Puis là, ils se sont mis à faire guili, 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 guili. Si tu n'as pas ton pas dans tes airs, ça veut dire que tu es rendu un adulte, t'es poche. OK. Guili, toi aussi, t'es pas. Hein, c'est ça. Hein? Vous voulez pas être des adultes poches, hein? Non, c'est ça l'affaire. Guili, 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 guili. Guili, 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 guili. Guili, 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 guili. Ça n'a pas marché. Le ciel n'était pas chatouilleux. Et là, les enfants, ils ne savaient plus quoi faire. Puis là, ils étaient inquiets parce que s'ils ne trouvaient pas de solution,
Mais c'est leurs parents qui allaient avoir raison, tu comprends-tu? Puis ils voulaient pas. Ça n'a pas de bon sens. Là, il y a un enfant qui s'est fâché. Hey, c'est plate, là. Il a ramassé un bâton. OK? Puis il est sorti dehors, puis il a pogné le bâton le plus long qu'il y avait, puis il a planté le bâton dans les airs, puis il a piqué le ciel avec. Oui, je te le dis. Mettons là, piquer, ça fait pas mal. T'sais, si tu prends ton doigt comme ça, là, puis tu piques ton épaule, ou ta tête, pique ta tête. Est-ce que ça fait mal? Non, hein? Mais si je te disais, fais ça, là, sans arrêt, pendant 3 nuits, ça se peut qu'à un moment donné, tu sois tanné, tu te trouves ridicule, puis que ça fasse mal un peu, parce que si tu piques toujours au même endroit à un moment donné, c'est fatigant puis ça fait mal. Bien, le bâton, c'est la même affaire. Le ciel, il s'est mis à se faire piquer par des bâtons. Puis pique. Là, le ciel dit, ouais, on chez moi. Ils sont donc bien fatigants, ces enfants-là. Là, il a regardé son ami la Terre. Il a dit, là, la Terre, là, je t'aime bien, là. Mais les enfants, c'est donc bien fatigant. Ah, pis, je suis tanné. Il n'y a plus aucun être vivant qui va réussir à me toucher. Avec des bâtons, avec ce que tu veux, il n'y a personne qui va me toucher. Puis là, le ciel a regardé la terre, puis il a dit, la terre, je te quitte. Puis le ciel, tranquillement, il s'est juré de plus aucun être vivant le touche. Donc, il est remonté tellement haut que plus personne ne peut l'atteindre. Puis quand le ciel a quitté la terre, bien, étrangement, les arbres ont commencé à pousser en haut, sans jamais pu replier par en bas. Les nuages ont quitté le sol et sont allés s'accrocher dans les airs comme ça. Et les oiseaux ont arrêté de se cogner le bec sur les arbres parce qu'ils voyaient où ils volaient. Sauf peut-être le pic-bois. Lui, le pic-bois, ça fait des années qu'il se cogne la tête, c'est un arbre. D'après moi, il ne changera pas une formule gagnante. Et il continue encore aujourd'hui à... Et pensez-vous que les adultes ont déplié? Non! Ben oui, les adultes se sont dépliés, ont enfin pu se voir dans les yeux. Donc, le ciel, il n'y a plus personne qui le touche, mais les enfants disent, on a gagné! On a vaincu le ciel! On est plus fort que le ciel! On est meilleur que les grands! On est des grands, nous aussi! Est-ce que vous êtes d'accord que c'est les enfants qui ont gagné? Qui dit non? Toi, tu penses que c'est le ciel qui a gagné? Bien, tu as un peu raison, parce qu'aujourd'hui, le ciel, on n'est pas capable d'y toucher. Mais on essaye, par contre. Hein? On construit des gratte-ciels, on gravit les plus hautes montagnes, on a inventé les deltaplanes, on a voulu faire comme les oiseaux en inventant les avions, les fusées. Et chaque fois qu'on tente de se rapprocher du ciel, ben, on ne réussit pas. Donc, c'est à la fois le ciel et les enfants qui ont gagné. Mais pour te dire qui a vraiment gagné, c'est les enfants. Parce que les Amérindiens, ils disaient que le ciel, c'était comme une couverture. Tu sais, une couverture, ça sert à nous abrier quand on fait dodo le soir. Hein? Une couverture, quand on s'abrille, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On s'abrille dans une couverture parce que ça nous réconforte. Ça nous rend... C'est chaleureux, tu sais, on est confortable. Bien, les Amérindiens disaient que le ciel en haut, c'était comme une grande couverture qui protégeait la terre. Que si on prend la couverture, d'un côté de la couverture, elle est bleue. Hein? Couleur du ciel. Et si on vire la couverture de bord, de quelle couleur elle est, tu penses?
noir comme la nuit. Pour les Amérindiens, c'est comme ça s'expliquait. Et le soleil, quand il se couche le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la couverture, il la vire de bord et il se cache en dessous. Et il laisse passer la nuit noire. Mais les enfants, avec leurs bâtons, ils ont fait des trous dans la couverture du ciel. Ce qui fait que maintenant, quand le soleil se couche le soir, sa lumière passe à travers les trous. Et c'est depuis ce jour-là qu'on peut apercevoir des étoiles dans le ciel. Maintenant que tu es bien réchauffé, maintenant que tu es disponible, je vais te raconter une autre histoire. Une histoire d'ici. C'était dans le temps où les légendes devenaient réalité. Tu sais, au temps où l'homme et la faune se faisaient famille. Dans le temps où la grandeur de nos vœux s'étendait sur la grande tortue. L'espérance résonnait comme un tambour. Les promesses battaient la mesure et les rêveries dansaient comme des flammes du 8e feu. À la baie, le territoire Wilnac, il n'était pas rare de retrouver un panache d'orignal, devenir un cerisier, ou même de croiser quelqu'un avec un masque de soleil, ou alors voir une famille se transformer en baleine. Bien des légendes prenaient racine dans la terre du soleil levant. Et durant le redout du mi-automne, pendant cette période de dégel et de réconfort solaire, Waban, un jeune garçon de 6 ans, alla quérir ce qui restait du foin d'odeur pour sa mère, tresseuse de paniers. Ce temps entre 2 saisons permet de cueillir ces herbes devenues sèches par les premiers froids, et le redout enlève alors toute l'humidité dans ses cheveux de la terre-mère. Et une fois ceux-ci brûlés, il s'en dégage une odeur douce. Tu sais, les amis, quand on dit que ça sent le ciel, là, ben c'est ça que ça sent. Entre 2 brassées de foin d'odeur, Waban eut l'étrange impression qu'un cri lointain de désespoir retentissait entre les branches des arbres. Dans la démesure de la grande forêt, ce jeune garçon connaissait ce qu'elle renfermait. Il y avait des créatures, mi-hommes, mi-bêtes, le Wendigo ou même le Carcajou. Et même si Waban ne croyait pas en ces légendes lointaines, ben Waban, il voulait pas devenir un Carcajou-garou. Ou alors être le repas d'un mauvais esprit. Là là, miam miam miam. Plus il longeait la Winactec, ça c'est la rivière puante, plus les cris se rapprochaient, plus ils se distinguaient. Et si certains auraient pu prétendre aux pleurs d'un bébé Sasquatch, Waban, lui, semblait convaincu qu'un ourson gémissait. Au détour d'un châtaignier, qu'est-ce qu'une sorte d'arbre, tu sais, un châtaignier, un petit buisson. Le jeune garçon vit une jeune ours blessée, la patte
arrière prise dans un piège à Arnor à ours. Ah, c'était probablement l'œuvre d'un braconnier sans scrupules, là. Mais Waban, là, il avait le cœur, le bon cœur, tu sais. Il avait le don de calmer les animaux. Doucement, tranquillement, il s'approcha de la jeune ours. Tu sais, cette jeune ours en détresse, pour extirper sa patte de la mâchoire de métal. Waban était bien étonné que l'ours ne prenne pas la fuite. Parce que, un coup libéré, l'ourson ne partait pas pour trouver sa tanière avant la longue hibernation, tu sais, parce que ça allait arriver, là. Et malgré ses protestations, la jeune ours suivait le jeune garçon jusqu'au village. Waban avait beau dire « Retourne chez les tiens, je peux pas te garder, j'insiste, là, oust, va-t'en. » L'ourson répondait « Ouais, OK, je sais, je suis pas très crédible en ours, là. C'est pour ça que, tiens, on va faire des os, tout le monde ensemble. Parce que je veux chercher, tu sais, je suis un conteur, je suis pas un imitateur. Hey, les amis, on va faire des ours, OK? Attention, tout le monde ensemble, on fait des grognements d'ours. Allez-y. 1, 2, 3. Ouais, un petit peu plus que ça, quand même, hein? Mais il faut que ce soit un grognement, tu sais, pas épeurant, tu sais, un grognement... Tu sais... OK, tout le monde ensemble? OK, je le fais, vous le faites. Encore une fois. Faites avec les pattes. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est pas mal convaincant. Waban savait qu'ici, un adulte trouvait la bête en plein cœur du village. Il aurait fallu s'en débarrasser au plus vite avant que la mère ne rapplique. Mais alors, où cacher cette peluche vivante? Pour toute la nuit, avant de la reconduire parmi les siens le lendemain. Et là, Waban, il cherchait. Et là, Waban tentait de se rappeler les dictons là, que les grands, là, tu sais, ceux que je te disais tantôt, les adultes, là. Les grands, ils disaient des paroles sages, tu sais, du genre rien ne sert de courir si on sait où se cacher, disait le trappeur. Affronter un carcajou, c'est comme s'enduire de miel pour valser avec un ours, disait des fois la mère de Waban. Les ours se suivent et se ressemblent, avait un jour marmonné le curé. Waban savait que les paroles du Seigneur sont impénétrables, mais pas son Église. Elle allait donc enfermer l'ours dans la nuit à l'intérieur de l'enceinte sainte de l'Église, ce lieu de rassemblement. La jeune ours suivait toujours le jeune garçon et elle entre, elle aussi, dans la noirceur de l'église. Bon, là, tu comprends que là, il fait clair, mais là, faut que tu t'imagines, il n'y a pas de lumière, là, tu sais, c'est noir, c'est sombre ici, là, c'est noir, noir, noir. C'est éclairé seulement d'une dizaine de lampions. Waban prit une pièce de monnaie dans sa poche. Il déposa dans la boîte et il souhaita. Il fit un souhait et alluma un lampion. L'histoire veut que lorsque le lampion, la bougie,
s'éteignent, elle transforme le vœu en fumée, et la fumée monte jusqu'à celui qui réalise les souhaits. En refermant la porte de l'église, Waban se rendit compte que c'était la nouvelle lune d'or. C'est de bon augure pour une nouvelle phase de vie. Dès le petit matin, il reviendrait chercher l'ours et la retournerait à sa mère. Toutefois, c'est au beau milieu de la nuit que tout le village fut réveillé. En effet, des flammes ravageaient les murs de l'église. Le feu consumait les bancs, le crucifix. Une fumée épaisse sortait du clocher, emportant avec elle les vœux des lampions. L'histoire gardera en mémoire que seule la croix fut sauvée du brasier. Mais la légende, elle, chérira que l'ours eut la chance de sortir de cet enfer par la porte d'en arrière que le bedeau venait d'ouvrir. Tu sais, le bedeau, c'est comme le concierge qui travaille à l'église, qui fait le ménage, qui sonne les cloches. Puis il avait ouvert la porte, tu sais, comme tous les matins. L'ours était parti. Waban courait autour de l'église, dans l'espoir d'apercevoir la jeune ours, saine et sauve. La peur de perdre sa nouvelle amie lui donnait le courage d'affronter les dangers nocturnes. Il aurait regardé un lynx droit dans les yeux si cela avait fait revenir l'oursonne. Entre deux pierres tombales du cimetière des Sans-Noms, Waban trouva la jeune ours, ayant quelques poils de roussi et une frayeur en étincelle dans les yeux. Il savait qu'il allait être doublement grondé après le feu de la chapelle. C'est donc dans la nuit noire que les deux jeunes amis se sont engouffrés dans la forêt. Et là, les amis, on va s'imaginer marcher dans une forêt. Il n'y a pas un arbre, il y a des arbres. Plusieurs arbres rapprochés, entrecroisés, noirceur oblige, c'est inquiétant. Mais cette fois-ci, c'est Waban qui suivait l'oursonne. Elle se dirigeait, elle, par instinct. Tu sais, l'instinct qui opère quand un enfant cherche sa mère. C'est avant l'aube que les deux fugitifs entrèrent dans la tanière maternelle. Et là, pendant ce temps-là, au village, chacun, là, les amis, allait de son idée de qu'est-ce qui avait déclenché le feu. Mais en roi et maître de son territoire, le seigneur, ça c'était comme le dirigeant, c'est comme le représentant important, c'était comme un petit roi dans les villages, le seigneur jugea que l'origine de ce grand mal, et il soupçonnait le vieil Obansawin de ne plus entretenir le feu comme il le devait et pensait que ce feu s'était évadé dans les murs de l'église. Il fallait donc, pour le bien du village, chasser tous les Abénakis sur l'île sauvage. Malgré ce déménagement bien involontaire de leur part, tous les Abénakis partirent à la recherche de Waban. Sans succès. Ils espéraient tous que celui-ci fût bien au chaud dans une tanière, pris en charge par une famille d'ours, comme le racontaient les vieilles légendes abénakises. Et les saisons passèrent. Et Waban ne revenait pas au village, malgré le fait
que les anciens battaient souvent leurs gros tambours de power, les vibrations ne semblaient pas se rendre jusqu'à Waban, qui prenait de l'âge, qui vieillissait et qui disparaissait au rythme des anciennes lunes. Les tambours se voulaient une résonance du cœur de leur nation. Et avec leur grande portée, tous espéraient que les pulsations redonnent le juste battement au cœur de Waban. Mais le jeune garçon avait passé tout l'hiver entre la mère ours et l'oursonne, bien au chaud. Il devenait petit à petit lui-même un oursidé. Du poil commençait à lui pousser partout sur le corps. De jour en jour du printemps, il se sentait devenir une bête. Il avait une faim de loup. Il était rusé comme un renard. Il avait l'œil de lynx. Bref, Waban devenait un ours. Ça, c'est comme il fusionnait. Il devenait un ours. Et Waban, dans cette nouvelle vie d'ours, se sentait chez lui dans sa tanière, qui abritait maintenant les confidences de sa mère, de sa sœur et de lui devenu ours. C'était sa nouvelle famille. Tu sais, le printemps, il était bon et généreux pour le trio. Les poissons étaient en abondance. Les têtes de violon en orchestre et des insectes au buffet. C'est durant l'été qu'un chasseur de Woolinack tomba sur les 3 ours. La sœur, la mère et Waban devenu ours. La grande, la petite et l'autre. L'arc bien tendu devant lui, il laissa filer une flèche vers la mer, qui tomba aussitôt sur son flanc. La petite oursonne subit le même sort et slack. Quant à Waban, à genoux devant sa sœur et sa mère, il laissait couler des larmes. Ce fut la surprise générale de voir arriver Waban dans les bras du chasseur. Mais Waban ne reconnaissait plus ses vrais parents. Pendant 1 semaine, il grommela toute la nuit et le jour. Tu sais, des grognements comme on a fait tantôt. Il se terrait dans les caveaux à patates. Waban était comme devenu un ours, mais il ne reconnaissait plus personne. Les autres semaines, il sortait la nuit pour regarder le ciel, bien assis là où avait brûlé l'ancienne église. Durant la nouvelle lune du mi-automne, quand un redout s'installa après un premier gel, Waban, avec l'agilité d'un ours, décida de grimper tout en haut du clocher de la nouvelle église. Tout en haut, il s'est perché sur la croix de l'église. Il contemplait le ciel à la recherche des étoiles que l'on fait à partir des anciennes lunes. Les Abénaquis, réunis autour de l'église,
virent alors le jeune Waban s'élancer dans le ciel et filer parmi les étoiles. Celui-ci, Waban, avait eu l'idée de retourner à sa nouvelle famille, la grande ours et la petite ours. Devenu étoile filante, Waban allait parcourir le ciel en compagnie de sa sœur et de sa mère. Les amis, on raconte que c'est depuis ce jour-là que l'on fait des vœux en voyant une étoile filante. Waban, ayant fait un vœu, partit en fumée avec l'Église. Il voulait se racheter auprès de ceux qui se trouvaient sans chapelle. Mais d'autres prétendent que la cloche de la première Église fut préservée des flammes et apportée au Parlement provincial de Québec. Elle résonnerait chaque fois qu'une ours meurt sur le territoire des Abénaquis. Toutefois, les grands sages, ceux qui communiquent avec le grand esprit, disent encore: Choisir celui que l'on veut devenir, c'est parfois être une étoile filante entre nos propres doigts. Là, moi y aller avec une histoire. M'a changé de registre un peu. Parce que moi, je raconte des histoires aux petits, aux grands, enfants comme grands-parents. J'ai repris un peu la tradition de ma grand-mère. Ma grand-mère qui se berçait tranquille sur sa galerie, qui me racontait que jadis, naguère, autrefois, un moment donné, ça s'est passé. On ne sait plus trop quand est-ce que ça s'est passé, mais une chose que l'on sait, les amis, c'est que ça s'est passé. Je vais te raconter l'histoire de Gros Pierre. Tout le monde appelait Gros Pierre au village parce que Gros Pierre, comment dire ça, il y avait une grosse bétaine. Ouais. Gros Pierre, il avait un gros ventre, il était portant, tu comprends-tu? Mais Gros Pierre, il avait travaillé sur une terre toute sa vie. C'était un cultivateur. Hein? Il avait fait pousser des légumes, de l'avoine puis du blé, du maïs. Mais là, il était rendu à 80 ans puis il commençait à être fatigué. Puis quand on est fatigué, on demande de l'aide. Puis, heureusement, Gros Pierre,
il y avait un fils. Et son fils s'appelait Petit-Jean. Ben oui, il s'appelait Jean, mais tout le monde l'appelait Petit-Jean parce qu'il était petit. Mais tout le monde au village l'appelait Petit-Jean le fainéant. Est-ce que tu sais c'est quoi un fainéant? Petit-Jean le paresseux. Est-ce que tu sais c'est quoi un paresseux? Petit-Jean le paresseux, le bon à rien. Il aimait pas ça le travail, Petit-Jean, tu comprends-tu? Il aimait pas ça travailler. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait à la place de travailler, notre Petit-Jean? Il se faisait bronzer au soleil. Il buvait de la limonade. Ouais. Puis il restait couché dans son hamac. Pensez-vous que c'est bon pour la terre, ça, quand personne s'en occupe? Mais non, parce que si Petit-Jean ne travaille pas sur la terre, qu'est-ce qui va arriver avec la terre, tu penses? Elle va quoi? Elle va se faire vendre? Si on s'en occupe pas, elle vaudra pas cher, moi, dire franchement, parce qu'une terre qu'on s'occupe pas est sèche, les mauvaises herbes poussent dedans, puis elle devient comme du sable. Puis il n'y a rien qui pousse dans du sable. Fait que là, gros Pierre, tu comprends-tu qu'il ne sait plus quoi faire avec son fils? Moses de paresseux, Moses de bon à rien, Moses de fainéant. Je sais plus quoi faire avec lui. Et dans ce temps-là, quand on a un problème, souvent, on a de l'aide de nos voisins. Avez-vous des voisins, vous autres? Est-ce qu'ils vivent proches de vous, vos voisins? Oui. Tu sais, en campagne, des fois, on a des voisins proches, puis des fois, on a des voisins qui sont loin. Des fois, les terres sont grandes, tu comprends-tu? Mais même si les voisins, ils vivent loin, les voisins sont là pour t'aider. Ils sentent quand ça va pas bien. Un bon voisin qui te donne un bon coup de main, tu sais. Puis le plus proche voisin de Gros Pierre, c'était Grand Jacques. Tout le monde l'appelait Grand Jacques parce qu'il était grand. Mais tu sais, grand, là, il voyait une tête de plus que tout le monde. Donc, imagine-toi, la plus grande personne que tu connaisses, lui, il était plus grand que cette personne-là, puis il dépassait d'une tête. Puis comme il était grand, il voyait loin. Puis comme il voyait loin, il est capable de voir des idées, parce qu'il n'y avait personne qui le dérangeait. Tout le monde l'appelait le bon Jack, parce que les Jacques, on appelle ça des Jacks, hein? Un bon Jack qui était prêt à aider tout le monde. Puis un jour, il est passé devant la maison du Gros Pierre, puis qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un Gros Pierre dans tous ses états. Il ne savait plus quoi faire. Il dit, moi, je pense que mon voisin a besoin d'aide, je vais aller l'aider. Il a monté le rang principal, il a cogné à la porte, il est rentré, il dit, Gros Pierre, j'ai vu dans ton regard que ça allait pas bien, qu'est-ce qui va pas? Gros Pierre a dit, je suis content de te voir. C'est mon fainéant de paresseux, de fils de Petit-Jean. Il est en train de laisser mourir ma terre, puis je ne sais plus quoi faire avec. Et là, notre bon Jack, notre grand Jacques, qui a une tête de plus que tout le monde, il a eu une idée. Il s'est penché sur Gros Pierre, sur le bord de son oreille, puis il a fait Et là, tu as vu Gros Pierre avoir un grand sourire de chaque bord des oreilles. Comme mademoiselle. Mademoiselle, tu fais un beau grand sourire. Comme ça. Et il dit, je te fais confiance. Ça va fonctionner, ton plan. Et au bout de quelques journées, il a mis son plan à exécution. Il a pris un bout de papier, il a fait un genre de dessin dessus, il a chiffonné la feuille, il l'a trempé dans le sable, il a même pris un briquet pour brûler les côtés pour que ça ait l'air vieux, tu comprends-tu? Puis là, il est allé voir Petit-Jean. Et qu'est-ce que Petit-Jean était en train de faire? Il était dans son hamac,
à boire de la limonade puis à se faire bronzer au soleil. Il a dit « Mon petit Jean, j'arrive du magasin général au village. Puis, M. Tremblay, il m'a donné une carte. » Petit Jean fait « Ouais. Puis, je dis ça de même, là, mais je regarde la carte, là. Puis si je la lis comme du monde, mon petit Jean, il y aurait 50 pièces d'or de cachées dans ton champ. Pensez-vous que ça allait intéresser petit Jean, ça? Hey! 50 pièces d'or! C'est beaucoup d'argent, ça? Bien, s'il y a 50 pièces d'or dans mon champ, je m'en vais les trouver. Et là, Jean, il pogne une pelle, puis il descend dans le champ. Il se prépare à planter un premier coup de pelle dans le champ. Mais Jacques, qui le suivait de proche, lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Et Jean dit « Je m'en vais chercher mes pièces d'or. » Jean, t'as pas le droit de creuser dans ton champ avant de l'avoir regardé. Jean fait, le regarder? Ben, il est là, il est devant moi. Qu'est-ce que j'ai à regarder? Ben, petit Jean, si t'avais bien à regarder ton champ, t'aurais vu qu'il y a des mauvaises herbes partout dans ton champ. Puis avant de creuser, faut que tu enlèves les mauvaises herbes parce que tu ne sauras pas où tu creuses. Le petit Jean fait « Ah, ouais, j'avais pas vu ça de même, mais c'est vrai. » Ben, qu'est-ce qu'il a fait, petit Jean? Il a pogné une bêche, puis il est allé bêcher son champ du nord au sud, de l'est à l'ouest, à gauche, à droite, à tribord, à bâbord, de bas en haut. Ça y a pris toute la journée. Le soleil a suivi comme une grande course dans le ciel, puis est allé se coucher. C'était le soir. Ça y avait pris toute la journée pour désherber son champ. C'est de l'ouvrage. Trouver des pièces d'or, je savais pas que c'était de l'ouvrage de même. Mais petit Jean est allé se reposer. Il est allé dormir pour la nuit. Et là, pendant la nuit, il a rêvé aux pièces d'or. Puis il a rêvé aux pièces d'or. Puis il a rêvé aux pièces d'or. Puis le matin arrive et le coq chante. Fait qu'il se réveille. Il met une belle chemise de travail, un beau pantalon, des bottes de travail des pieds, puis il va déjeuner. Tu sais, il se prend un bol de céréales, 2 œufs, une tranche de pain, puis un café. Quand il a eu fini de déjeuner, il a pogné sa pelle. Il dit « Bon, là, j'ai tout désherbé, comme Jacques il m'a dit de faire. Je m'en vais trouver mes pièces. » Tout le monde ensemble. « Je m'en vais trouver mes pièces. » Puis là, il se prépare à creuser un premier coup. Mais Jacques, ce matin-là, il s'était levé, lui aussi. Il espionnait au passage. Puis là, au moment où Jean se prépare à creuser un trou, il dit « Hey, tiens! Avant de creuser, je t'ai dit de regarder ton champ. » Bien, je les regarde, je l'ai regardé comme tu m'as dit, je l'ai tout désherbé. Oui, mais si tu avais bien regardé ton champ, tu aurais vu que ton champ... Le sol, il est dur, comme de la roche. Si tu creuses là-dedans, tu vas te faire mal. Ah ouais, c'est vrai. Faudrait peut-être que je l'arrose un peu, hein? Parce que si j'arrose, qu'est-ce qui va se passer? La terre va devenir plus molle. C'est ça qu'il a fait. Il a arrosé son champ du nord au sud, de l'est à gauche, à bâbord, de bas
il a arrosé son champ, ça y a pris toute la journée. Le soleil a suivi sa course dans le ciel et est allé se... Ouais, c'est ça, t'es allé se coucher. Il était fatigué. Hey, c'est de l'ouvrage, hein, trouver des pièces d'or, hein? Je vais aller me reposer un peu. Puis il a dormi toute la nuit. Il a rêvé aux pièces d'or. Puis le lendemain matin, le coq s'est fait entendre. Et là, Tigean, il s'est réveillé. Il a fait « Ah, c'est déjà le matin. Fatigué. » Il a regardé sur le bord de la fenêtre. Le coq était sur le bord de la fenêtre. Il s'est tiré le bras jusqu'au coq. Il a effoiré la crête sur la tête. Tu sais, genre... Tu sais, la patente que ça... Tu sais, ça, là? Ouais, tout un bruit, hein. Je vous l'ai dit, je ne suis pas imitateur, je suis conteur. Il a snoozé le coq! Tu sais, comme le cadran le matin, tu sais, quand tu pèses, puis là, ça sonne 5 minutes plus tard. Au bout de 5 minutes, le coq repart. Le coq étiré, lancé par la fenêtre. Tigean se lève, il s'habille, il déjeune, puis il s'en va au champ creuser. Mais Jacques s'était levé ce matin-là. Jacques espionnait. Puis là, il a vu Tigean creuser. Il dit « Je vais t'aider, mon Tigean, parce qu'à la vitesse que tu vas, tu n'as pour un méchant bout de temps. » Il se met à creuser avec, hein? Puis là, à un moment donné, imaginez-vous donc, les amis, il y a des enfants, comme vous autres, qui traversent le champ. Tu sais, les enfants, là, tu leur dis de prendre un chemin, mais les enfants préfèrent passer à travers. Tu comprends-tu, ça va plus vite. Et là, Tigean est inquiet parce que si les enfants trouvent mes pièces d'or, ça ne marchera pas, là. Il dit, il faut que je tienne le monde loin de mon champ. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour tenir le monde loin de son champ? Clôture. Est-ce que ça t'empêcherait de passer, toi, une clôture? Non, hein, tu ne passes pas dessus. Il y en a même un moment donné qui m'ont dit « Ah, monsieur, on pourrait mettre un épouvantail. » Ça fait pas peur aux enfants, les épouvantails, là. Et là, Jacques, il dit « Non, mais gars, je vais te le donner, le truc. Tu as juste à mettre du fumier dans ton champ. » Tu sais, du fumier. Ça sent bon, hein, du fumier? T'aimes-tu ça, piler les pieds dans le fumier? Les enfants, c'est ce qu'ils se sont dit, arc! Fait qu'il a étendu du fumier du nord au sud, de l'est à l'ouest, gauche, droite, à tribord, à bâbord, de bas. Ouais, c'est ça, il s'est sacré du fumier sur la tête. Ah oui, si tu sacres du fumier dans les airs, c'est sûr qu'il va t'en tomber sur la tête un moment donné, c'est sûr et certain. Ça, il est pris à la journée, il était fatigué, il s'est couché. Puis le lendemain matin, il s'est levé. Mais pas au chant du coq. Parce que le coq avait plus le goût de chanter. Hein? Il y avait eu un petit torticolis, tu comprends-tu, tu sais? Mais c'est pas grave, parce que Tigean s'est levé plus de bonne heure ce matin-là. Il a enfilé son linge propre de travail, il a déjeuné bien fort, puis il est descendu au champ, puis il a creusé des trous. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à gauche, à droite, à tribord, à bâbord, de bas. Bon, en haut, tu vas me dire ça va être plus difficile, mais bon. Il a creusé des trous partout, puis il n'a pas trouvé de pièces d'or. Mais ce matin-là, Jacques s'était levé de bonne heure, lui aussi. Puis savez-vous qu'est-ce qu'il faisait, Jacques, en cachette? Il n'avait pas espionné. Il avait pris une grande sacoche, puis il l'avait remplie de semences. Tu sais, des graines à semer, à planter. Puis il a planté dans tous les trous que Tigean y a fait. Puis quand il a eu fini à la journée, il est allé voir Tigean et dit « Je te vois travailler depuis 4 jours, là. D'après moi, on ne doit pas lire la carte de la bonne façon. Je vais la reprendre, je vais aller voir M. Tremblay,
puis je vais revenir quand je vais avoir la solution. Tigean dit, je suis tanné, je suis fatigué. Tu peux aller avec ta carte. Moi, je vais aller me reposer, je vais aller me coucher. Puis grand Jacques, il a laissé traîner le temps. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et au bout de 2 mois, il est revenu chez Tigean et chez Gros-Pierre. Il a dit, Gros-Pierre, c'est aujourd'hui que ça se passe. Réveille ton gars, on descend au champ. Et là, tu as les 3 gaillards. Le petit, le gros, le grand qui marche dans le champ tranquillement, arrive sur le bord du champ. Gros-Pierre, grand Jacques, souriant. Tigean, il souriait de l'autre bord. Tu sais, il sourit quand il plie de l'autre bord, là. Il vient de comprendre. Parce que qu'est-ce qu'il a trouvé, d'après vous, dans le champ? Oui, puis ça serait quoi, par exemple? Des tomates, oui. Du maïs. Du quoi? Du blé, de l'avoine, de l'orge, un potager rempli de légumes. Et là, il réalise qu'il a travaillé pour des légumes puis de l'avoine, pour du foin. Ça ne sera pas de même. Il se prépare à engueuler son père puis son voisin. Mais au même moment, les amis, il y a un charretier. Ça, un charretier, c'est un monsieur qui tire une grosse charrette. Il arrête devant le champ et dit « Excusez-moi, messieurs, est-ce que ce champ serait à quelqu'un d'entre vous? » Tigean lève la main et dit « Oui, monsieur, c'est mon champ à moi, ça. » Il dit « OK, parfait. Je vois l'avoine, le blé, là. Est-ce que vos récoltes seraient à vendre, monsieur? » Le Tigean fait « Hey, c'est pas bête, ça. »« Ouais, tout est à vendre. Combien vous me donnez pour? » Le charretier, je vais faire vite de même, je vous dirais, monsieur, je vous donnerais 50 pièces d'or. Hein? Tigean, il a bien entendu. Vous avez dit quoi, là, déjà? 50 pièces d'or. Il regarde son père, puis il regarde Jacques, puis il dit, « Il vient-tu de dire qu'il me donnerait 50 pièces d'or pour mon champ? » Et là, le grand Jacques, il fait, « C'est ça qu'il t'a dit, oui. Tu vois, mon petit Jean, tu sais, tes 50 pièces d'or, là, ben, elles ont toujours été dans ton champ. Tout ce temps-là, là, tout ce que tu avais à faire pour les avoir, là, c'était des cultiver. » Ah là là. Peut-être que vous n'avez jamais entendu cette phrase-là, mais on dit souvent que tout vient à point à qui sait attendre. Hein, les adultes, ils nous disent ça des fois. T'sais, on ne comprend pas les histoires de sages, là, comme dans le conte de Waben. Là. Mais ma grand-mère, savez-vous qu'est-ce qu'elle se plaisait à dire quand elle racontait cette histoire-là? Elle disait, « Mon petit gars, ce que cette histoire-là veut te dire, c'est quand on prend du temps puis de l'énergie dans le travail qu'on fait, là, bien, on finit toujours par récolter quelque chose en échange. Ça finit toujours par porter fruit. » Ce que ça veut dire, ça, les amis, c'est quand on met du temps dans notre travail, bien, ça finit toujours par payer. Puis c'est sur cette histoire-là que je vous souhaite une bien bonne soirée.